Donc on va résoudre deux exercices d'optique ondulatoire. Alors tout d'abord l'interféromètre à division de francs d'onde, les trous de Young. Donc l'expérience des trous de Young consiste à faire interférer deux ondes provenant de sources ponctuelles identiques S1 et S2, émettant chacune une onde sphérique monochromatique de longueur d'onde lambda. Donc ces deux sources sont placées aux positions donc moins A sur 2, 0 donc suivant Y et 0 suivant Z. Donc j'ai représenté ici l'axe Z, l'axe X sur le schéma. Et plus A sur 2, 0 et 0. On place à une distance D, donc d'un écran d'observation grand E, comme le schéma ci-dessous. Donc on nous demande de donner les expressions psi1 et psi2 de chaque onde sphérique en un point de coordonnées x, y de l'écran. On considère ici S1 et S2 de même luminosité. Donc on va déjà commencer par cette question. Donc j'ai représenté sur le schéma les trous de Young les coordonnées respectives des deux sources S1 et S2 par rapport à mon système de coordonnées. On a des sources ponctuelles donc qui émettent donc des ondes sphériques. Donc j'ai représenté R1 et R2, donc la distance donc des sources au point M d'observation de l'écran. Donc en M, on a donc le vecteur R de coordonnées x, y, z. Et on a, par l'expression des ondes sphériques, psi 1, 2 de x, y ou d est égal à psi 0 sur le module de R moins R1, 2. Donc R1, 2 peut être indifféremment la source 1 ou la source 2. Exponentielle IK fois le module de R moins R1, 2. D'accord? Donc remarque, pour une onde sphérique, il n'y a pas de produit scalaire K scalaire R, mais on a le produit du vecteur d'onde par R, la distance donc à la source. L'onde sphérique part dans toutes les directions isotropes. Ce qui importe, ce n'est pas effectivement la direction qui est donnée par le produit scalaire, mais c'est la distance à la source. Alors, deuxième question. Faire l'approximation de Gauss. Donc on se place pour une distance d'observation D très grande devant petit a, donc petit a étant la distance de séparation entre les deux sources. Je vous rappelle que l'écran est parallèle donc à S1, S2, donc est dans un plan parallèle S1, S2. Petit x très inférieur à D et petit y très inférieur à D. On nous demande de calculer l'intensité lumineuse I de XY des franges d'interférence observées sur l'écran, de donner l'interfrange et le contraste de la figure. Le contraste étant défini par le rapport donc de la différence Imax moins Imin sur la somme Imax plus Imin. Alors, D étant très grand devant A, XY étant très petit devant D, donc on a le module de R moins R1, 2, qui est égal à la racine carrée de X plus ou moins A sur 2 carré plus Y carré plus D carré. On va faire un développement limité à l'ordre 1, donc on va sortir, puisque le paramètre qui doit apparaître au dénominateur pour faire un développement limité, donc c'est D. Hein. Donc on sort D de la racine carrée, on a donc c'est égal à D facteur donc de X plus ou moins A sur 2 sur D tout carré plus Y carré sur D carré plus 1 puissance 1 demi. On utilise le développement limité, donc 1 plus epsilon puissance alpha pour epsilon petit, on peut être approximé au premier ordre par 1 plus alpha epsilon. Et donc ce terme-là est égal à D facteur de 1 plus X plus A sur 2 sur 2D carré plus Y carré sur 2D carré à l'ordre 1. Donc on a que le module de R moins R1, 2, c'est plus ou moins D. Et à ce moment-là, on peut remplacer dans l'expression donc qui nous donne donc la forme de l'onde sphérique. Et donc on obtient donc ces deux ondes, donc psi1, psi2, vont être de la forme au point M d'observation de l'écran en question. Donc psi 0 sur D exponentielle IKD multiplié par exponentielle IK sur 2D, facteur de X plus ou moins A sur 2 carré plus Y carré. Donc l'onde résultante est la superposition donc, des deux ondes. Ce sont des ondes donc ici exprimées en complexe. Donc on peut mettre psi 0 sur D exponentielle IK sur 2D en facteur. Donc préfacteur de exponentielle IKD sur 2D, facteur de X plus ou moins A sur 2 carré plus Y carré. Plus, donc j'ai un plus ici, voilà. Ça c'est X plus A sur 2, c'est la première onde. Plus, donc psi 0 exponentielle IK sur D, IKD, facteur de exponentielle IKD sur 2D, X moins A sur 2 carré plus Y carré. Donc effectivement, l'intensité lumineuse observée au point M, c'est égal au module carré de l'onde résultante. Autrement dit, c'est psi 0 carré sur d carré, le module carré de exponentielle IKD au carré. Bon, ça c'est une exponentielle I quelque chose, donc de module 1, multiplié par le module carré de exponentielle IK sur 2D, facteur de X plus A sur 2 carré plus Y carré, plus exponentielle IK sur D, X moins A sur 2 carré plus Y carré. Si la seule différence entre les deux,
parce qu'on a moins sur 2. On va donc développer effectivement l'expression, on développe le carré, pour obtenir que effectivement l'onde résultante est égale à psi 0 carré sur 2d carré, facteur de exponentielle ik sur 2d, x carré multiplié par exponentielle ik sur 2d a carré module carré, multiplié par exponentielle ik sur 2d ax plus exponentielle moins ik ax sur 2d. Autrement dit, l'intensité résultante en x, y, d sera de la forme psi 0 carré sur d carré fois le module carré de quelque chose qui est sous la forme exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ. On utilise la formule de l'air qui nous permet d'exprimer effectivement exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ en fonction de cosinus θ. Et on a finalement l'onde résultante. D'ailleurs, je crois que c'était la question. Non, c'était toujours la question 2. Donc l'onde résultante en x, y, d est égale à 2 psi 0 carré sur d carré, facteur de 1 moins cosinus kxa sur 2d. Oui, effectivement, on a utilisé la formule de linéarisation trigonométrique, bien connue, cos carré de θ, c'est 1 demi moins 1 demi cos de θ. Et on a donc une représentation de l'intensité, avec effectivement l'interfrange, qui est la distance entre deux maxima consécutifs ou deux minima consécutifs. Cette interfrange est égale à I fois est égale à lambda D sur A. Autrement dit, elle est proportionnelle à la distance de l'écran D et inversement proportionnelle à la distance entre les deux sources. Donc plus les deux sources sont rapprochées, plus on a une interfrange infinie, effectivement, puisque lorsque les deux sources sont confondues, lorsque S1 est égal à S2, eh bien en fait c'est une monosource et donc on a une intensité constante. D'accord? Donc en fait on a une interfrange qui tend vers l'infini. Oui, effectivement, donc je l'ai représenté. Donc effectivement, l'interfrange donc est telle que Kia sur D est égal à 2pi sur lambda D, AI sur D qui est égal à 2pi, puisque 2pi c'est la périodicité donc spatiale de mon intensité, ici. On en déduit le contraste, Imax moins Imin sur Imax plus Imin, autrement dit 4 pi 0 carré sur D moins 0 sur 4 pi 0 carré sur D plus 1. On a un contraste qui est égal à 1. Bon, voilà. En fait, j'ai également résolu la question 3 et 4. Le contraste en fonction d'epsilon. Voilà. Alors, on passe maintenant à l'exercice suivant, l'interféromètre de Michelson à diffusion d'amplitude. Donc, un interféromètre de Michelson est constitué de deux miroirs, M1 et M2, et d'une lame semi-réfléchissante appelée lame séparatrice, placée en C. Dans la pratique, cette lame possède une certaine épaisseur, qu'on suppose nulle ici. Ces trois éléments sont orientables et M2 est déplaçable par translation. Sur la figure ci-dessous, le dispositif est éclairé par une onde plane, incidente là. On donne un repère, hein, donc X est dirigé verticalement, Z horizontalement. Donc Z, c'est la direction du vecteur d'onde incident. Donc des ondes planes monochromatiques, donc une seule pulsation, arrivant parallèlement à l'axe optique de l'interféromètre. Donc on pose OC égale D, donc la distance entre O et la lame séparatrice qui est égale à OC, est égale à D. L'onde incidente est donc divisée par la lame séparatrice en deux ondes. On va donc avoir une onde psi1 qui va se réfléchir sur M1, retraverser la ligne séparatrice, arriver en O', point d'observation. Et on va avoir une onde 2, c'est l'onde rouge, qui va traverser la lame séparatrice, se réfléchir sur le miroir M2, se réfléchir sur la lame séparatrice pour arriver en O'. Donc effectivement, l'onde psi1, donc l'onde 1 sur la figure, se réfléchit sur la lame, puis sur M1, telle que la distance CM1, ok, cette distance-là entre C et M1 est égale à petit a, pour ensuite traverser la lame jusqu'à un écran. Donc repère O', X', Y', Z', placé à la distance CE. Distance CE qui était à petit b. Donc le trajet parcouru est alors OC, plus 2CM1, puisqu'on CM1 plus MC1, donc 2CM1, plus CE. Donc c'est égal à D plus 2A, puisque là c'est la distance CM1, plus petit b, qui est la distance CO. Ok. L'onde 2 par contre, qui est l'onde rouge, donc l'onde 2 sur la figure va traverser la lame, se réfléchir sur M1, tel que CM2 va être égal à A, CM2A plus E étant l'épaisseur de la lame, donc c'est la différence par rapport au chemin optique pris par la première onde, avec petit e le décalage de M2. Donc pour ensuite se réfléchir sur la lame en direction de E. Donc le trajet parcouru est donc OC,
plus 2CM1, plus 2CM2, pardon, donc CM2 plus M2C, donc 2CM2, plus CE, donc qui est égal à D, plus 2 facteurs de A plus E, puisque effectivement, dans ce cas-là, l'onde 2 va traverser la lame, donc elle va traverser une certaine épaisseur petit e, plus petit b, donc qui est égal à toujours à la distance CO'. Donc autrement dit, c'est D plus 2E. On suppose que grand D, qui est égal à petit d plus 2E, est très grand devant petit e, l'épaisseur de la lame, d'accord. Les interférences de psi1 et psi2 sont observées sur l'écran E, l'écran d'observation. On appelle petit r et petit t les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude de la lame séparatrice, tel que le module de r carré est égal au module de t carré est égal à 1,5. Donc cela signifie que l'intensité des ondes est divisée par 2 à chaque réflexion sur la lame et transmission. Alors on va commencer par l'interféromètre de Michelson réglé en lame face parallèle ou teinte plate. On nous demande d'écrire donc les vecteurs donc K1 et K2 des deux ondes dans le plan d'observation grand E en fonction des coordonnées x', y', z'. En déduire l'amplitude complexe de ces deux ondes et celle de leur superposition. Montrer qu'on peut exprimer à l'aide de différence de marge, donc la différence de chemin optique delta, qu'on peut l'exprimer. Alors, donc j'ai repris effectivement donc les distances caractéristiques de notre système. On a OC qui est égal à D, CM1 qui est égal à A. CM2, donc la distance de la lame séparatrice au deuxième miroir, la distance de la lame séparatrice au premier miroir, et CO', la distance finale à l'écran d'observation. Et on a effectivement grand D, qui est très grand, largement supérieur devant l'épaisseur de la lame. Donc les coefficients de réflexion R et T au niveau de la séparatrice sont tels que module de R carré, module de T carré égale 1,5. On a des lames donc à face parallèle, c'est-à-dire, donc j'ai représenté sur le schéma, donc les ondes planes arrivent en incidence normale, sur les deux miroirs. Les deux miroirs ici, donc sont. J'ai représenté petit e, effectivement, l'épaisseur de la lame. Ici, il n'y a pas, effectivement, on ne traverse pas la lame, tandis que le chemin bleu, donc de retour, on traverse la lame sur deux épaisseurs. Alors, lame à face parallèle, donc pour l'onde 1, donc on va tracer ce qu'on appelle le chemin équivalent. Donc, une onde est redirigée vers un miroir, ou se déplaçant en ligne droite, c'est équivalent donc du point de vue des interférences au schéma suivant. Donc, donc on a une onde d'amplitude psi 0, donc avec un vecteur donc K1, qui va rencontrer la séparatrice à une distance D. Au moment où elle rencontre la séparatrice, puisque l'intensité est divisée par 2, l'amplitude elle est divisée par racine de 2, puisque je vous rappelle que l'intensité c'est le module carré de l'amplitude. Au niveau de la séparatrice, donc elle va ensuite se réfléchir sur le miroir M1, d'accord. Donc il n'y a pas de division d'amplitude, on est toujours à psi 0 sur racine 2 dans l'amplitude. Ensuite, elle va donc traverser la séparatrice, donc il y a une nouvelle division d'amplitude, donc on a psi 0 sur racine 2 fois racine 2, on dit psi 0. Et enfin, elle va arriver sur l'écran. Ok. Donc on place les éléments optiques sur le chemin sans changer de direction. Donc on a déplacé le chemin de l'onde 1. Donc le vecteur d'onde K1, donc c'est 2pi sur lambda, donc 0 suivant x. Donc 0 suivant y, il est dans le plan perpendiculaire, donc au plan du tableau, au plan de votre écran. Effectivement, K est orienté suivant Z. Tout le 1 ici pour le vecteur unitaire. R1, en fait, ça va être x', y', et R1 se trouve à la distance grand D, qui est la distance du miroir, d'accord. Autrement dit, on va avoir une onde psi 1 qui va être de la forme, donc psi 0 sur 2 exponentielle ik1 scalaire R. D'accord. On a parcouru effectivement une distance D, et R étant la position du point M quelconque sur l'écran. Autrement dit, psi 1 est de la forme psi 0 sur 2 exponentielle ik grand D. Donc pour l'onde 2, eh bien, on va avoir un décalage de M2, en fait, la distance caractéristique de la lame séparatrice petit 2 par rapport à M1. Donc pour l'onde 2, qu'est-ce qui change? En fait, c'est idem, mais la distance A plus E entre C et M2 est différente. Et on a K2 qui est égal à 2pi sur lambda. Donc facteur de 0, 0 et 1. Et cette fois-ci, R2, la distance d'observation, ce sera toujours le point de coordonnées x', y', mais on aura une distance supplémentaire qui est 2e, autrement dit la distance caractéristique pour traverser la lame d'un côté et la retraverser de l'autre. Okay.
Autrement dit, psi2 sera de la forme psi0 sur 2 exponentielle ik2 scalaire R2. Autrement dit, c'est psi0 sur 2 exponentielle ik fois d plus e, 2e. Donc supposition, donc petit a est à exprimer en fonction de la différence de marge delta entre les deux ondes. On a l'onde résultante psi qui est donc égale à la superposition donc vectorielle complexe des deux ondes, psi1 et psi2. On dit c'est psi0 sur 2 exponentielle ikd plus psi0 sur 2 exponentielle ikd fois exponentielle 2ike. On peut mettre en facteur psi0 sur 2 exponentielle ikd dans le facteur de 1 plus exponentielle 2ike. Alors, effectivement, on nous demande d'écrire ensuite le chemin d'optique. Le schéma optique est tel que ikd, en fait, c'est égal à 2ike. Autrement dit, delta, c'est égal à 2e. On nous demande ensuite en petit b, donc d'écrire l'intensité grand I dans le plan grand E, montrer que cette intensité est uniforme sur l'écran, quelle que soit la valeur de E. Eh bien, I, c'est le module de psi au carré, autrement dit, c'est le module de psi 0 sur 2 exponentielle ikd, facteur de 1 plus exponentielle ik delta, différence de chemin optique, module carré. Donc, c'est psi 0 carré sur 4, facteur de 1 plus exponentielle ik delta au carré. Bien, ben on développe, hein, ce terme au carré, c'est 1 plus 2 fois le cosinus de k delta, ok, de moins k delta, donc cosinus delta. Autrement dit, l'intensité est égale à psi 0 carré sur 2, facteur de 1 plus cosinus k delta. Donc on voit bien que l'intensité, elle est fonction de notre épaisseur de lame. Et en pratique, en fait, le Michelson va effectivement nous permettre, à travers des mesures d'intensité, de remonter à cette épaisseur. Donc, on nous demande ensuite donc de montrer que I est uniforme sur l'écran, quelle que soit la valeur de E, quelle que soit la valeur de l'épaisseur de lame. Donc, une fois la différence de marche fixée, il n'y a rien qui dépend de X et Y dans cette direction. L'intensité ne dépend pas de X et Y et prend donc une valeur constante. Donc, l'intensité est constante dans le plan d'observation. Je vous ai tracé ici l'intensité en fonction de l'épaisseur de la lame. Donc, il y a une valeur maximale de I0 qui est égale à psi 0 carré. Cette intensité s'annule pour des épaisseurs de lame delta. Sur un plan, donc XY, on observe donc une tâche uniforme. C'est exactement celle qu'on aurait si on avait un laser, en fait, qui aurait parcouru la même distance. Alors, on nous demande ensuite, effectivement, tracer la courbe. Quelles sont les valeurs de E réalisant une interférence constructive, donc d'intensité maximale, et destructive d'intensité nulle. Donc, si on déplace le miroir M2 de la quantité E, qui est donc l'épaisseur de la lame, pour décrire le phénomène observé. Bon, ça, on l'a fait. Tracer la courbe I2, on vient de le faire. Bien, l'intensité max est telle que le cosinus de 2KE est égal à 1. Autrement dit, 2KE est un multiple de 2π. On en déduit que 2E sur lambda est égal à P. Autrement dit, on en déduit une épaisseur de lame qui est proportionnelle à la longueur d'onde donc de notre faisceau incident qui est connu, hein, puisque expérimentalement, on sait quelle est la longueur de notre lame, multiplié par P sur E. Autrement dit, on observera une intensité maximale, tous les multiples de la longueur d'onde sur 2. Donc tous les multiples de la longueur d'onde sur 2, on observera une interférence constructive. Maintenant, pour l'intensité minimum, le cosinus, il oscille entre moins 1 et 1. Donc l'intensité minimum est obtenue lorsque le cosinus de 2KE est égal à moins 1. Donc on a déduit que 2KE est égal à 2P plus 1 lambda, pi. Autrement dit que E est égal à 2P plus 1 lambda sur 4. Autrement dit, tous les multiples impairs de lambda sur 4 nous donnent des interférences destructives. Alors maintenant, on va passer à une autre configuration. Donc deuxième configuration, l'interféromètre de Michelson réglé en coin d'air. Alors le coin d'air, ça veut dire, on incline en fait le miroir M1 d'un angle θ faible autour de l'axe OY. Non, c'est OZ là, c'est une erreur, mais c'est OZ. Ok, ceci a pour effet, oui non, effectivement, pour effet d'incliner l'onde ψ1 d'un angle 2θ selon l'axe O'Z', en sortie du dispositif. Donc alors, équivalent donc, au schéma ci-dessus, O1 M, ça va être le vecteur R1, donc il va avoir pour coordonnées donc x', y' et d. O2M va être le vecteur R2 qui aura pour coordonnées x', y' et sur Z', on aura un décalage, donc toujours D, plus 2E, puisqu'on va traverser l'épaisseur de lame.
de la séparatrice dans un sens et on va la retraverser dans l'autre avant réflexion. Bon, avec les distances, donc O2, O1 qui est égal à 2E, donc D qui est égal à O1, O', d'accord, et les vecteurs d'onde qui ont ces directions. Donc on nous demande d'écrire dans le système de coordonnées X', Y', Z', les vecteurs d'onde K1 et K2 des deux ondes planes qui interfèrent sur l'écran. Et on nous demande ensuite de calculer l'intensité lumineuse, de calculer la nouvelle valeur de la différence de marche, d'écrire l'aspect des interférences et donner l'interfrange. Donc j'ai représenté en rouge donc la direction de l'onde 1, violet la direction de l'onde 2. Donc effectivement, on a une zone d'interférence car les fronts d'onde effectivement ne sont plus parallèles entre eux ici. Donc les angles sont suffisamment petits pour qu'on reste dans l'approximation paraxiale, voire ma vidéo de cours. Donc K2, le vecteur K2 sera égal à 2pi sur lambda, donc 0, 0, 1, puisque K2 il est parallèle à la Z', et R2 lui sera égal à X', Y', d'accord, puisque on peut coordonner X', Y', et il y aura un décalage de D plus 2E, puisque 2 fois l'épaisseur de l'âme. Donc psi2 sera de la forme psi 0 sur 2 exponentielle IKD, donc on fait le produit scalaire de K2 par R2, et on obtient donc c'est égal à IKD facteur d'exponentielle 2IKE. Ok. Le vecteur K1, donc il va avoir une coordonnée K1x, suivant x, qui va être donné par le sinus de 2θ, on le voit ici. Et si on projette K1 sur Z', on a du cosinus de θ. Donc K1 sera de la forme 2pi sur lambda sinus de θ suivant x, 0 suivant y, cosinus de θ suivant y. On utilise l'approximation paraxiale, on est sur des angles θ, on est sur un angle θ très petit, donc sinus de θ va être assimilable à 2θ, et cos de θ c'est sensiblement égal à 1. Autrement dit, K1, le vecteur d'onde K1 sera sensiblement égal à 2pi sur lambda de θ 0,1 en approximation paraxiale. Donc je vous ai représenté le schéma ici de K1 incliné par rapport à Z et X. Ce qui va nous simplifier beaucoup les calculs. Alors maintenant pour K1. Alors pour K1, donc on va avoir psi1 qui est égal à psi 0 sur 2 exponentielle I K1 scalaire R1, où R1 donc aura pour coordonnées X', Y' et D. On en déduit donc la forme de l'onde de psi1, c'est psi 0 sur 2 exponentielle IKD fois exponentielle IK de θ X'. Donc K1 qui est égal à 2pi sur lambda facteur de 2θ 0, 1. Donc superposition. Donc effectivement, l'onde résultante observée au point M d'interférence et la superposition des deux ondes planes respectives 1 et 2. Autrement dit, c'est psi 0 exponentielle IKD exponentielle 2IKE plus psi 0 sur 2 exponentielle IKD fois exponentielle 2IK θ X'. Donc on met psi 0 exponentielle IKD en facteur de exponentielle 2IKE plus exponentielle 2IK θ X'. On peut à ce moment-là en déduire donc l'intensité, l'intensité qui est égale au module de psi au carré, qui est égal à psi 0 carré sur 4, facteur de exponentielle IKD carré fois exponentielle 2IKE plus exponentielle 2IK θ X' au module carré. Donc on a une intensité qui est égale à psi 0 carré sur 4, facteur de exponentielle 2IKE plus exponentielle 2IK θ X' module carré. Donc on développe ce qu'il y a sous le module au carré. Donc l'intensité résultante sera égale à psi 0 carré sur 4, facteur de 1 plus 2 fois la partie réelle de exponentielle 2IKE fois exponentielle, donc de moins 2IK θ X', puisqu'on prend effectivement le complexe conjugué, c'est psi étoile. Lorsqu'on fait le module de Z1 plus Z2 au carré, c'est le module de Z1 carré plus module de Z2 carré plus 2 fois la partie réelle de Z1, Z2 étoile. Z2 étoile étant le complexe conjugué de Z2. Donc I se met sous la forme psi 0 carré sur 2 facteur de 1 plus cosinus 2K E moins θ X'. Et on a donc l'onde résultante. Donc on nous demande ensuite la différence de marge. La différence de marge est se lie de l'expression de notre intensité, c'est delta égale 2 facteur de θ X' moins E. Car le terme d'interférence est cosinus 2K fois delta, delta étant la différence de marche. Donc remarque, pour θ égale 0, on retrouve le cas précédent. Effectivement, pour θ égale 0, on trouve une différence de marge de 2E. Cette fois, l'intensité varie en fonction de X', et on va obtenir donc des franges d'interférence perpendiculaires à X', qui doivent être donc invariantes suivant X. Donc on peut faire augmenter donc l'intensité
pour augmenter l'intensité, pour un X donné, pour Y, c'est la même chose, d'accord. Donc pour l'interfrange, donc il faut trouver ou calculer les différentes valeurs de X pour lesquelles on a une intensité maximale, donc les valeurs de X successives ou minimales sur une période. Effectivement, on nous demande de calculer l'interfrange. Ok. Donc, ça c'est le même calcul que précédemment, hein. 2 fois 2pi sur lambda facteur de θ x' moins e est égal à 2pp pour p entier. On a déduit que θ x' moins e est égal à p lambda sur e. Autrement dit, x' est égal à p lambda sur 2θ plus e sur θ. On a x en fonction de p, les valeurs de x' pour lesquelles on a donc des maxima d'intensité. Voilà, donc j'ai tracé en fait à une épaisseur de lame donnée l'interfrange. Et donc en fait, en mesurant l'interfrange, on est à même de remonter à notre épaisseur de lame. Voilà, si l'épaisseur de lame est égale à 0, on décale tout vers la gauche, donc on décale toutes les franges vers la gauche. Lorsque θ tend vers 0, l'interfrange tend vers l'infini, il n'y a plus d'interférence. Donc ce que l'on observerait sur l'écran à ce moment-là, ce serait des franges d'interférence rectilignes. Alors, on passe maintenant à l'éclairage par une onde sphérique. Donc, on remplace l'onde plane incidente par une onde sphérique, donc de même longueur d'onde, issue d'une source ponctuelle se trouvant en haut. Le Michelson est réglé en coin d'air, donc θ égale 0. On se place dans l'approximation de Gauss, donc approximation paraxiale. Le dispositif actuel est équivalent à celui représenté sur la figure donc ci-dessous, plus simple, faisant intervenir les sources S1 et S2. On nous demande donc d'écrire l'intensité en E, de montrer l'existence d'anneaux d'interférence, de calculer le rayon ρP des anneaux brillants. P étant un entier positif qui numérote les anneaux appelés hors d'interférence. Alors, je vais vous présenter sur un schéma effectivement nos deux ondes sphériques. Effectivement, S2 et S1 sont alignés dans l'axe Z. S2M, c'est la distance R2, donc de la source S2 au point d'observation M, où l'on cherche à mesurer donc les interférences. S1M, c'est la distance R1, donc la distance de la source S1 au point d'observation M, où on mesure donc les interférences. On a 2E qui est égal donc la distance entre S1 et S2, et grand D, la distance entre S1 et M. Eh bien, on va donc avoir donc psi1 qui est égal à psi0 sur 2, 2 c'est dû à la séparatrice fois le module de R1, exponentielle IK module de R1. Or, R1 a pour coordonnées x', y', d'où psi1 qui s'écrit sous la forme psi0 sur 2D, exponentielle IKD fois exponentielle IK sur 2D, facteur de x' carré plus y' carré. Psi2 sera de la forme psi0 sur 2R2, exponentielle IK module de R2, avec R2 qui a pour coordonnées x', y' et suivant Z, D plus 2E. Autrement dit, bon, le module de R2 étant la racine carrée de x' carré plus y' carré plus D plus 2E au carré. On prend évidemment que D plus 2E est largement supérieur à x', y'. On le sort en facteur. On a donc le module de R2 qui est égal, donc en utilisant le même développement limité à l'ordre 1, 1 plus epsilon puissance alpha, c'est 1 plus alpha epsilon à l'ordre 1. D plus 2E, facteur de 1 plus x' carré plus y' carré sur 2, facteur de D plus 2E au carré. Bon, on fait un développement limité, on sort D en facteur, et on a donc que c'est sensiblement égal, après calcul, à 1 sur D, facteur de 1 plus 2E moins 2E sur D. Donc pour R2, on fait exactement la même chose. On a psi2 qui est égal à psi0 sur 2 modules de R2, facteur de exponentielle IK R2. Au dénominateur, on garde D qui est égal à la distance à l'écran d'observation de la source S2. Dans l'exponentielle, on garde tous les termes. Et on a donc l'onde de psi2 résultante qui est égale à psi0 sur 2D, exponentielle IK facteur de D plus 2E, fois exponentielle IK sur 2D, x' carré plus y' carré, facteur de 1 moins 2E sur grand D. Bon, vous faites les calculs, je les ai détaillés ici, et vous obtenez finalement une onde résultante de cette forme, psi0 sur 2D exponentielle IKD, exponentielle IK sur 2D, facteur de x' carré plus y' carré, facteur de 1 plus exponentielle I, j'ai mis 2 fois le I, mais bon, c'est pas grave, IK de E fois exponentielle moins IKE sur D carré, facteur de x' carré plus y' carré. On en déduit donc l'intensité toujours de la même manière, c'est le module carré, c'est de psi étoile.
C'est donc égal à psi 0 carré sur 4d carré, facteur d'un premier terme que je note 1 au carré, multiplié par 1 plus exponentielle 2 fois exponentielle moins IKE sur d carré, facteur de x' carré plus y' carré au carré. Donc voilà, je vous ai détaillé l'intensité. On va noter ρ carré qui est égal à x' carré plus y' carré pour simplifier les calculs. On a donc une intensité qui va se mettre sous la forme psi 0 carré sur 2d carré facteur de 1 plus cosinus KE facteur de 2 moins ρ carré sur d carré. Et on nous demande effectivement de tracer l'intensité et de montrer qu'on a des anneaux d'interférence. Bien, on a une intensité qui est fonction donc de x' carré plus y' carré, puisque c'est fonction de ρ au carré. Et ça, c'est l'équation d'un cercle de rayon ρ. Hein. Donc pour décrire la manière dont l'intensité varie, comme la distance au centre, en fait, on se place en symétrie radiale. Donc l'intensité dépend de ρ2 x' carré plus y' carré, qui ne dépend donc que de la distance ρ par rapport au centre. X' égale 0, y' égale 0 du repère. On obtient donc des anneaux. Alors, on nous demande effectivement le rayon des anneaux brillant. P étant appelé l'ordre d'interférence. À quelles conditions sur eux l'intensité maximale au centre? Quel est alors l'ordre d'interférence? Et on doit tracer la lourde de l'intensité I en x' et en 0. Bien, les anneaux sont brillants lorsque le cosinus de cette expression est égal à 1. Autrement dit, KE facteur de 2 moins ρ2 sur d2 égale à 2pi. Donc, je vous ai détaillé le calcul et vous obtenez que finalement, bon, je détaille, c'est des calculs algébriques, que ρ carré égale d carré facteur de 2 moins P lambda sur l'épaisseur de lame. Autrement dit, le rayon des anneaux d'interférence donc, est de la forme d racine carrée. On n'a pas une proportionnalité hein, avec lambda, parce qu'il y a un facteur racine carrée. Donc ces anneaux vont se rapprocher. 2 moins P sur lambda E. On travaille effectivement à épaisseur de lame fixée, et on regarde les anneaux brillants lorsque P évolue. Donc E, c'est le décalage entre le miroir M2 et la position du miroir M1. L'intensité est maximale au centre, donc Imax en ρ égale 0. On a donc une intensité pour ρ égale 0 qui est égale à psi 0 carré sur 2d facteur de 1 plus cosinus 2KE, qui est maximum lorsque le cosinus 2KE est égal à 1. Autrement dit 2KE qui est égal à 2pp. On en déduit une épaisseur de lame qui est de la forme PC lambda sur 2. PC sera telle que l'intensité maximale au centre pour ρ égale PC lambda sur 2. Autrement dit, on aura un rayon du noyau, un rayon donc des anneaux d'interférence de la forme ρc lambda sur 2. Pour refixer, ça nous fixe aussi la valeur du centre des anneaux. Voilà. Alors, en D, on nous demande de tracer la valeur du graphe. Donc, on a des anneaux dont le rayon des franges brillantes est donné par ρp égale racine de 2d carré moins ρ lambda sur d carré. Pour E fixer, tel qu'on va avoir un anneau brillant au centre, ça va nous fixer l'ordre des interférences pour lequel on a un anneau brillant. Donc là, je voulais tracer pour ρc égale 4. On a un maximum d'intensité en psi 0 carré sur d carré. On a des maximums en ρ1, ρ2, ρ0, ρ1, ρ2. Et vous voyez qu'il y a effectivement un rapprochement qui est dû à la racine carrée. Et donc, il n'y a pas effectivement linéarité dans ce cas-là des interférences. Pour que ρ puisse augmenter, il faut que P puisse diminuer. D'accord? Puisque ρp c'est racine de 2d carré facteur de 1 plus P, moins P sur 4. L'anneau suivant va correspondre à un P plus petit. Donc voilà pour cette vidéo sur deux exercices d'interférence en optique ondulatoire classique, donc l'électrodoung et l'interféromètre de Michelson.